Et bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Niklaus Lundsgaard-Hansen. Je suis le président de la nouvelle société helvétique qui peut faire en partenariat avec la Fondation Jean Monnet pour l'Europe cette réunion virtuelle ce soir avec M. Roger Devecq. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir cette première de notre partenariat et j'espère que tout va se dérouler bien. Je me permets de vous présenter en quelques mots ce qui est la nouvelle société helvétique. Elle était fondée en 1914, donc plus de 100 ans, pour créer des ponts de la compréhension entre les alémaniques et les francophones en Suisse, qui à l'époque étaient influencés par le grand conflit entre l'Allemagne et la France qui menait peu après à la Première Guerre mondiale. La nouvelle société helvétique porte son engagement dans 7 groupes régionaux et sur le niveau suisse pour, premièrement, promouvoir la démocratie libérale, y inclut l'état de droit, le fédéralisme moderne, la participation politique et l'information factuelle. Tous des points très importants aussi aujourd'hui. Deuxièmement, elle promouvoit la compréhension entre les groupes de la population, par exemple les régions linguistiques, les villes et les campagnes, les générations, les partenaires sociaux, ainsi que les Suisses et les étrangers. Et troisièmement, elle promouvoit la solidarité et l'ouverture de la Suisse en Europe et au monde. Elle fait ceci par des activités de dialogue et de plateformes de discussion comme on le voit ce soir. De la part de la NSH, je remercie cordialement le directeur de la Fondation, Gilles Grain, ainsi que Nathalie Troisfontaine et Eva Paul de la Fondation et aussi les 2 traductrices, tous qui font possible la manifestation de ce soir. Je me réjouis beaucoup de voir maintenant Roger Devecq et d'entendre Roger Devecq, une personnalité reconnue en Suisse et en Europe, qui partage ses réflexions sur le sujet des relations Suisse-Europe, des perspectives historiques et géopolitiques avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et je donne la parole à Nathalie pour nous expliquer à tous ceux qui sont là comment le déroulement se fera. Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence. Donc, pour le confort de nos intervenants, donc M. Roger Devecq, Gilles Grain et Niklaus, veuillez couper votre micro pendant toute la conférence. Il y aura une session questions-réponses qui sera proposée un peu plus tard pendant cette conférence. Et donc, on vous demandera d'actionner la main qui se trouve en fait en bas dans le petit onglet réaction. Et donc, je passerai la parole à la suite de l'autre pour que M. Devecq puisse répondre à ces questions. Et ceux qui ne souhaitent pas poser des questions en direct, oralement, ils peuvent m'envoyer les questions via le chat. Et donc, je les lirai en tout cas. Donc voilà, et pour la traduction simultanée, il y a un petit onglet aussi en dessous, c'est une petite terre et vous pouvez choisir l'allemand pour la traduction simultanée. Donc voilà, et puis je pense que c'est tout bon et puis je vais vous passer la parole à Gilles alors. Merci beaucoup Nathalie. Bonsoir mesdames et messieurs. Je suis Gilles Grain, directeur de la Fondation Jean Monnet, et je suis tellement heureux de cet événement qui est le premier dans ce nouveau cycle de conférences entre la nouvelle société helvétique et la Fondation Jean Monnet. Je suis heureux que vous soyez présents à cet événement et je pense que ça va être un moment particulièrement intéressant. Nous sommes tellement heureux, privilégiés de pouvoir commencer ce cycle avec M. Roger Devecq. Mon très cher Roger, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation et puis d'être avec nous. Je sais que tu es avec nous depuis Zurich. Nous nous trouvons à Lausanne. Les interprètes sont en Allemagne et nous avons un public venant de toute l'Europe. Donc, c'est vraiment un magnifique événement géographiquement très, très ouvert.
Donc, en 2-3 mots, mesdames et messieurs, je vais vous présenter notre conférencier. Donc, Roger Devecq est publiciste et économiste suisse. Il est professeur invité au Collège d'Europe à Bruges. Il est docteur honoris causa des universités de Lucerne et de Fribourg. Il est l'auteur d'un livre tout récent que je vais vous montrer, Die Kraft der Demokratie, eine Antwort auf die autoritären Reaktionäre. C'est un livre qui est paru chez Suhrkamp, initialement dans sa première version en 2020. Une version enrichie et actualisée est sortie l'année dernière. Cet ouvrage magistral a été récompensé du prix Bruno Kreisky. Par ailleurs, Roger a été directeur général de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, la SRG-SSR. Il a aussi été président du conseil de fondation de l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève et a été aussi précédemment rédacteur en chef de Die Zeit et juste avant rédacteur en chef du Tages-Anzeiger. Donc Roger est une personnalité qui a une expérience extrêmement vaste, que ce soit dans les réflexions académiques, que ce soit aussi à travers ses contacts, une expérience vraiment hors du commun. Donc, moi, je le dirais très clairement, il est vraiment l'un de nos penseurs, l'un des joyaux parmi nos intellectuels suisses. Roger, vraiment, vraiment, encore merci d'avoir accepté. Et maintenant, je me permets de passer la parole pour ton allocution liminaire qui donc sera suivie après du dialogue avec vous tous. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, grand merci Gilles Grain, grand merci Niklaus Lundsgaard-Hansen. Quel plaisir que d'avoir cet échange sous les auspices et de la Nouvelle Société Helvétique et de la Fondation Jean Monnet. Ces deux institutions de valeur, ce sont deux institutions qui sont à la fois très suisses et complètement européennes. Un grand merci donc pour cette invitation. Et puis j'aimerais dire, parce que je vois sur mon écran nombre d'amis de longue date, je suis particulièrement honoré par la présence de l'ancien vice-chancelier autrichien Erhard Buzek qui nous accompagne depuis Vienne. Quand Gilles Grain parlait de la tradition européenne, eh bien, je trouve que c'est tout à fait motivant que de discuter de politique européenne helvétique sous le regard de nos amis autrichiens, allemands ou français. Mesdames et messieurs, la guerre d'Ukraine nous rappelle à quel point l'Europe est un projet politique, ce que ce pays n'a jamais véritablement voulu accepter. Et quelle est la situation de notre continent aujourd'hui? Nous avons le revanchisme russe, nous avons l'arrogance chinoise, nous avons les incertitudes américaines, et puis nous avons comme un arc du chaos qui entoure notre continent et qui va de l'Ukraine en passant par le Caucase, se prolonge sur la Turquie, le Proche-Orient, le Maghreb et jusque vers l'Afrique subsaharienne. Nombre de pays soit en guerre, soit de pays qui sont en train de se disloquer. Nous avons une pression extérieure à l'endroit de ce continent européen qui est absolument formidable et unique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et si cela n'est pas une invitation à resserrer les rangs, si cela n'est pas une invitation à véritablement comprendre que nous avons besoin d'une Europe politique et d'une Europe non seulement de la politique intérieure, mais de la politique extérieure et de la politique de sécurité, eh bien, si nous ne saisissons pas l'occasion maintenant, quand il y a pression extérieure, il y a d'habitude plus de cohésion à l'intérieur, nous ferions véritablement mal le travail. Or, c'est très exactement ce que la Suisse, qui n'a pas de relation profonde avec son propre continent,
avec le premier projet qu'il y a sur ce continent, à savoir l'intégration européenne, n'a jamais voulu. Avec notre tradition un peu anglo-saxonne, ce furent les Britanniques qui soutenaient à l'époque en 1848 la création de l'État fédéral et démocratique suisse. C'est la reprise de la Constitution américaine comme large pan de cette Constitution au début de la Suisse moderne. C'est dans cette tradition anglo-saxonne et parfois un peu mercantile, que partagent d'ailleurs les Britanniques, que la Suisse a toujours porté son regard sur l'intégration européenne. Un grand marché, oui, une Europe politique, non. Et c'est un moment où la Suisse, quand les circonstances ont changé du tout au tout, devrait, d'une certaine manière, revenir sur sa position. Il était évident, au lendemain de 2 guerres mondiales, qu'a posteriori, on peut qualifier de guerres civiles européennes. Il était évident, au lendemain de l'Holocauste, que les choses ne pouvaient pas continuer comme ça en Europe, qu'il fallait mettre de l'ordre sur notre continent. Or, notre pays n'a jamais voulu participer à la mise en ordre de son propre continent. C'est une véritable déconnexion intérieure par rapport à ce projet qui était à la fois indispensable et que la Suisse a observé non sans Schadenfreude et parfois quand il traversait des crises qui se sont à chaque fois avérées comme des crises de croissance et non pas des crises fatales. Si nous prenons l'histoire de notre propre pays, nous avons eu, avant la création de l'État fédéral, à peu près une guerre civile par siècle. Et qu'avons-nous fait en 1848, qu'ont fait nos ancêtres? Ils ont d'une part créé une grande machine à faire des compromis, une machine lente, mais extrêmement efficace, à savoir la Berne fédérale, et ils ont imbriqué les intérêts des 26 cantons jusqu'au point où ces cantons n'avaient plus le moindre velléité de faire la guerre les uns contre les autres. Or, un siècle plus tard, les Européens font très exactement la même chose. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ils imbriquent les intérêts économiques des 6 pays fondateurs jusqu'au point où ils ne veulent pas faire la guerre. Et pour ce faire, ils commencent avec ce dont on a besoin pour conduire des conflits armés, à savoir l'acier et le charbon, les armes et l'énergie. Et ils mettent en commun, c'est le tout premier pas, la communauté de l'acier et du charbon. Ils mettent en commun ce dont on a besoin pour faire la guerre, pour que cette confrontation entre l'Allemagne et la France ne puisse plus se développer. Et ils créent une grande machine à faire des compromis, lente et extrêmement efficace, la Bruxelles. Et depuis, là où l'Union européenne est en mesure d'agir, nous avons la paix. Et là où l'Union européenne n'est pas véritablement en mesure d'agir, là où elle ne pouvait pas raisonnablement offrir une perspective d'adhésion aux pays d'Europe centrale et d'Europe orientale en transformation, eh bien nous avons la guerre. Nous avons eu la guerre dans les Balkans et nous avons la guerre maintenant en Ukraine. L'Union européenne, l'intégration européenne reste au tout premier plan un projet politique, bien entendu avec des biais économiques, avec un destin économique aussi, puisque la force économique fait aujourd'hui toute une partie de la force politique, et on l'observe précisément à la faveur de la guerre en Ukraine. Mais il y a là un projet politique. Et ce projet politique reste d'une valeur absolument formidable, dans la mesure où, sans Union européenne, la probabilité qu'un Viktor Orban en Hongrie fasse la guerre
pour rassembler les minorités hongroises, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Roumanie, que ce soit en Serbie, serait très importante. Il est important, me semble-t-il, si nous voulons être en mesure de développer une politique européenne, que toute une partie de ceux qui s'impliquent dans cette réflexion défendent le projet politique de l'Europe et ne arrêtent de le vendre comme un simple projet mercantile et un projet de marché. Cela dit, nous avons une situation après 4 décennies de bashing anti-européen, de bashing contre l'Union européenne, une situation absolument paradoxale dans notre pays. De toute l'histoire helvétique, nous n'avons jamais eu un voisin de la qualité de l'Union européenne. C'est le meilleur voisin que nous ayons jamais eu. Il a ouvert un grand marché pour notre industrie d'exportation. Il a créé une monnaie commune qui stabilise les choses et qui facilite énormément aussi les échanges économiques. Il a créé la liberté de circuler pour un petit pays qui compte 450 000 citoyennes et citoyens au sein de l'Union européenne. C'est extrêmement important. Il a mis un peu d'ordre en Europe et il a fait avec nous des traités, des accords qui sont on ne peut plus fair-play. Je pense que le système que nous avons jusqu'à maintenant est le système l'un des plus fair-play de toute l'histoire des accords commerciaux que l'on connaisse en Europe. Nous avons donc toutes les raisons de nous réjouir de ce voisin. Or, l'opinion publique en Suisse estime que l'Union européenne veut du mal à notre pays, que l'Union européenne est impérialiste et met sous pression avec force de Bruxelles, force de bureaucratie, force de négociation, un pauvre petit pays. Comme si nous étions les victimes, et il n'y a rien de plus dangereux, mesdames et messieurs, que de vouloir se victimiser. Non, l'Union européenne veut tout simplement moderniser le cadre de traité dans lequel nous évoluons aujourd'hui parce qu'il est d'évidence anachronique et surtout, il ne comprend pas de mécanisme en cas de conflit. Or, la Suisse n'a pas voulu régler depuis maintenant plus de 15 ans les conflits majeurs qu'elle a avec l'Union européenne. Il me semble que si nous voulons repartir en matière de politique européenne, nous voulons d'abord prendre conscience du fait que cette Union européenne, et il faut le dire à haute voix, que cette Union européenne est un bon voisin. Nous avons des conflits, nous avons des divergences d'intérêts, nous avons bien entendu nombre de questions à régler, mais il faut arrêter avec ce bashing et mon espoir secret est qu'il y ait une prise de conscience, à plus forte raison contre les luttes de répartition pour l'énergie dans le contexte géopolitique actuel iront de mal en pire, que la Suisse prenne conscience du fait qu'elle est un bon voisin et il faut le dire et il faut enfin arrêter ce bashing de l'Union européenne. Et puis, deuxième élément, il faut prendre conscience du fait que si nous sommes un pays qui est au cœur de l'Europe, nous ne pourrons pas chercher des alternatives ailleurs. Prenons la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui et quel fut le discours dominant de tous ceux qui voulaient tout simplement faire l'impasse de l'intégration européenne. Eh bien, c'était, nous pouvons nous orienter vers la Chine. Cette Chine qui aujourd'hui met en cause nos intérêts économiques est devenue peu prévisible et peu favorable à la liberté économique. Ceux qui nous disaient « faisons des accords avec les États-Unis », comme si cela pouvait être une véritable alternative, là où les États-Unis ont maintenant des réflexes isolationnistes qui ont été dépassés par la guerre d'Ukraine, qui ont été mis de côté lors de la guerre d'Ukraine, mais qui restent très fortement. Dieu sait qui sera le président des États-Unis dans 3 ans. Non, nous ne pouvons pas faire l'impasse
de notre continent. Nous avons tellement à apporter à notre continent, une expérience démocratique, une expérience du respect des citoyennes et des citoyens, une expérience de la concertation entre les différentes cultures. Nous avons une très grande parenté parce que s'il y a quelque chose qui caractérise et les institutions démocratiques en Europe et les institutions démocratiques en Suisse, c'est bien qu'elles sont, avant toutes les autres fonctions qu'elles exercent, le prétexte pour des gens qui ne se parleraient pas à se parler. Au Parlement européen, à Luxembourg ou à Strasbourg, ou à Bruxelles ou à Strasbourg, au tribunal européen à Luxembourg, les représentants de plus de 45 cultures qui font l'Europe se retrouvent, discutent, parlent, commencent à comprendre tant soit peu les façons de penser des autres, tout comme aujourd'hui, après 175 ans de confédération helvétique, il y a toujours une difficulté encore à avoir une certaine compréhension entre les parties romandes, germanophones, italophones et romanches de notre pays. Nous devons nous rapprocher, et si nous voulons nous rapprocher, nous ne pourrons pas continuer avec cette espèce d'improvisation permanente dans laquelle nous nous trouvons. Si nous n'avons pas été capables de développer une politique européenne, c'est parce que nous n'avons pas voulu prendre la mesure de ce qui se passait sur notre continent avec l'intégration européenne et parce que nous n'avons jamais voulu partager, prendre part au projet le plus important qui soit sur notre continent. Je pense que ce type de débat est le point de départ d'une nouvelle politique européenne. Et mon secret espoir serait que le président de la Confédération, le président d'Économie suisse, le président des syndicats suisses se rencontrent un jour et fassent une manifestation ensemble pour poser un nouveau jalon dans le débat sur l'Europe en Suisse. Non, l'Europe n'est pas l'empire du mal, l'Europe est notre meilleur voisin et ce n'est que dans cet esprit que nous pouvons développer une politique européenne dont nous parlerons lors de notre débat tout à l'heure et qui peut prendre des formes les plus différentes, que ce soit l'espace économique européen ou un nouveau traité cadre ou, pourquoi pas, l'adhésion à l'Union européenne. Merci pour votre attention. Oh, Roger, merci infiniment de ta présentation. J'ai cette chance de poser la toute première question, d'ouvrir la discussion. On entend parfois que la Suisse a trois particularités spécifiques, donc elles sont spécifiques et la Suisse les a les trois, la démocratie directe, la neutralité et le fédéralisme. Je me demande si tu pourrais évoquer en quelques mots justement la question de voir comment ces trois spécificités suisses peuvent se trouver ou ne pas se trouver auprès de nos pays voisins et finalement un petit peu pondérer ce qui est vraiment, disons, unique en Suisse par rapport à ce qu'on trouve chez les voisins. Merci. Je commence avec le fédéralisme, si tu veux bien, Gilles. Soyons sérieux. L'Union européenne est beaucoup plus fédérale que la Suisse. Les compétences des membres de l'Union européenne sont beaucoup plus importantes que les compétences des cantons suisses. Nous avons comme partenaire un ensemble qui est un ensemble fédéral, très foncièrement fédéral. Dans tout ensemble fédéral, il y a certaines forces centralistes, nous les vivons en Suisse aussi, et la nature des problèmes, une pandémie et d'autres invitent parfois à plus de centralisme, mais nous avons un système de checks and balances fédéraux qui est dans l'Union européenne plutôt plus fort encore que celui que nous vivons en Suisse. Nous n'avons donc là pas une véritable particularité. En ce qui concerne la neutralité,
Mais qu'est-ce que la neutralité suisse quand il y a à choisir entre les États-Unis et la Chine, qui tous deux nous mettent sous pression à la faveur des conflits économiques? Qu'est-ce que la neutralité suisse dans le conflit aujourd'hui entre la Russie et l'Ouest? Une neutralité qui aurait consisté à ne pas s'associer aux sanctions de l'Union européenne. Cela aurait débouché tout simplement sur le fait que les banques suisses auraient été mises sur une liste noire, auraient été au fur et à mesure tout simplement écartées du système financier international. Qu'est-ce que la neutralité en matière de cyberguerre, de conflit du cyber, où on peut non seulement s'en prendre à une nation, on peut s'en prendre à un secteur économique, on peut s'en prendre à une personne, un individu, on peut s'en prendre à une entreprise. La notion de neutralité, dans une des dimensions les plus importantes et les plus porteuses d'avenir des conflits des temps modernes, n'a plus véritablement de portée. Alors, il y a les bons offices, et si nous sommes en mesure de faire quelques bons offices, tant mieux, mais nous ne pouvons pas faire reposer une politique étrangère sur quelques bons offices qui restent quand même, soyons honnêtes, relativement marginaux. Et puis, la démocratie directe, eh bien, je me rappelle de tel ou tel rapport à l'époque où la Suisse envisageait plus sérieusement qu'aujourd'hui une adhésion à l'Union européenne, qui montrait que d'une part, bien entendu, il y aurait certaines entraves à la démocratie directe, mais qu'on pourrait, par compensation, développer de nouveaux instruments de la démocratie directe. Nous n'avons pas de référendum sur les projets d'armement, nous n'avons pas de référendum financier. Si d'une part, il y avait certaines votations populaires qui ne seraient plus véritablement possibles, bien que la plupart des directives européennes peuvent être mises en œuvre de telle ou de telle façon et que l'on pourrait voter là-dessus, même s'il y aurait certaines diminutions de la démocratie directe, on pourrait en partie les compenser avec des nouveaux instruments de la démocratie directe. Il me semble que là aussi, si l'on s'engage dans une logique qui cherche des solutions et non pas dans une logique qui ne voit que partout s'amonceler les problèmes, nous pourrions être bien plus créatifs que ce que nous observons aujourd'hui. Désolé pour cette longue réponse à une brève question. Mille merci. Niklaus, est-ce que tu veux poursuivre? Merci Gilles. J'aimerais profiter de votre discours, M. Devecq, qui est très impressionnant, de votre sujet que l'Union européenne a créé la paix comme projet politique, la paix pour 75 ans maintenant, plus ou moins, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous voyez une chance, la chance est sur quel niveau que l'Union européenne est capable de continuer cette paix, non pas seulement à l'intérieur, comme vous avez décrit, mais aussi, disons, vers l'extérieur, vis-à-vis de ce revanchisme russe que vous avez mentionné, l'arrogance chinoise et puis l'incertitude des États-Unis. Est-ce que vous voyez que l'Union européenne puisse continuer de jouer ce rôle important dont profite la Suisse beaucoup, dont profite beaucoup la Suisse? Vous posez une question absolument cruciale, Niklaus Lund-Skarthansen, dans la mesure où il est évident que nous devons contribuer à la souveraineté européenne, une notion qui avait été lancée à peu près 6 mois après son élection, lors de son fameux discours à la Sorbonne par Emmanuel Macron. Et au départ, d'aucuns avaient ri, disaient que c'était du cocorico français, avant qu'enfin on ne prenne au sérieux ce qu'il avait dit, et peu après, 2-3 mois après, la chancelière Merkel avait repris cette notion de souveraineté européenne. Alors bien entendu, il faut être sans illusion, les ensembles hétérogènes en matière de politique ne peuvent pas développer du jour au lendemain une politique extérieure extrêmement cohérente. Là, les nations ont plus de facilité. Et nous le voyons d'ailleurs à l'exemple de la Suisse, qui elle aussi est un ensemble relativement hétérogène. Mais
Dans la logique d'un Emmanuel Macron, il n'a jamais été question de séparer les Européens des Américains, mais au contraire, de se préparer au fur et à mesure, et c'est le travail certainement d'une ou deux décennies, à avoir plus d'autonomie en matière de politique de sécurité pour le cas où les États-Unis ne seraient pas toujours au rendez-vous. Et n'oublions pas que cette proposition, cette conception de souveraineté européenne est arrivée de la part du président français. C'est le seul grand pays d'Europe occidentale qui n'a jamais fait la guerre contre les États-Unis. On l'oublie toujours, les Espagnols ont fait la guerre, les Britanniques ont fait la guerre, les Allemands ont fait la guerre, les Russes ont fait la guerre. De tous les grands pays européens, la France est la seule qui n'a jamais fait la guerre contre les États-Unis et qui a même envoyé son héros de la liberté, Lafayette, pour contribuer à l'indépendance des États-Unis. Souveraineté européenne ne signifie pas tout simplement une émancipation totale des États-Unis. Nous n'en sommes malheureusement pas capables. Et puis, je ne pense pas que ce serait dans l'intérêt des Européens. Mais cela signifie d'être un partenaire beaucoup plus crédible à l'endroit des États-Unis et du rôle clé qu'ils continuent à jouer. On le voit à la faveur du conflit en Ukraine. Monsieur Derek, j'ai monsieur Busset qui voudrait vous poser une question. Donc, avec grand plaisir. Je l'encourage à se connecter et à... Erhard Busek, wenn ich richtig verstanden habe. Das haben Sie richtig verstanden, danke. Ja, also lieber Roger, ich freue mich wenigstens auf diese Weise, dich zu sehen. Die einzige persönliche Bemerkung, der Rest ist persönlich aus meiner Erfahrung als Österreicher im Zweiten Weltkrieg geboren, der dann sehr stark politisch vom Schweizer Beispiel gelebt hat. Es wird völlig vergessen, dass wir die österreichische Neutralität, das habe ich noch in der Schule gelernt, nach Schweizer Muster entsprechend eingeführt haben und uns danach verhalten wollten. Ich lege Ihnen gleich das Geständnis ab, wir haben uns nicht danach verhalten, denn wir sind blitzartig dem Europarat und den Vereinten Nationen beigetreten und haben uns auch relativ rasch bei allen möglichen friedensstiftenden Aktionen engagiert, was ich für keinen Fehler halte, das möchte ich auch sagen. Das, was aber das Imponierende der Schweiz ist, für mich im europäischen Verständnis, und daher verstehe ich die Schweizer Diskussion, die ich medial verfolge, diese Qual mit der Europäischen Union nicht ganz, aber das können Schweizer besser beantworten, ist die Tatsache, dass sie zur Friedensstiftung eigentlich durch die Bank lange Zeit, schon nach dem Ersten Weltkrieg, aber auch mehr noch nach dem Zweiten Weltkrieg Beiträge geleistet haben. Mir fehlt aber in der letzten Zeit, man möge mir diese Kritik verzeihen, sozusagen mehr Engagement. Das letzte große Engagement war ein Schweizer Diplomat in der OSZE, ich glaube Graninger heißt er, der in Richtung auf Donbass und die dortigen Übergriffe von Russland sehr viel gemacht hat. Was ihm nicht honoriert wurde, ist daher dann nicht weiter verlängert worden und ähnliches mehr. Aber da ist für mich die Frage, Roger, was könnte die Schweiz machen in die Richtung, dass diese internationalen Organisationen, größtenteils ein Ergebnis nach dem Zweiten Weltkrieg, wieder in Funktion treten. Die Vereinten Nationen haben bislang außer einer Abstimmung, bei der sich interessanterweise die Chinesen in der Generalversammlung enthalten haben, das war sozusagen das Bemerkenswerteste. Die Vereinten Nationen haben zur gegenwärtigen schrecklichen Krise so gut wie nichts gemacht, weil sie blockiert sind, weil es keine Diskussion gibt, wie der Sicherheitsrat wirklich wieder funktionsfähig werden kann und ähnliches. Auch die OSZE ist durch die Blockade zwischen den Amerikanern und den Russen eigentlich eine tote Einrichtung. Wäre es nicht für die Schweiz, vielleicht mit anderen,
eine wichtige Aufgabe zur Belebung der internationalen Organisationen beizutragen. Diplomatie war auch einmal ein ganz großer Beitrag der Schweizer im gesamten, im europäischen Kontext, aber auch weiterhin. Und Diplomatie ist heute eine tote Angelegenheit. Roger, wie können wir Diplomatie beleben und was könnte hier der Beitrag der Schweiz, aber auch der anderen sein? Über Neutralität von Österreich möchte ich gar nicht reden, denn wir diskutieren gerade wieder, ob wir es abschaffen sollten, was auch ein blühender Unsinn wäre, aber das ist kein Thema. Herzlichen Dank für die Frage und ich werde Sie, weil ich ja das Gespräch auf Französisch führe, Sie auf Französisch beantworten mit der Bitte um Nachsicht. Il me semble que la Suisse a accumulé quand même un certain nombre de succès et Thomas Greminger que tu as évoqué en est l'un des auteurs. Il y a eu des Suisses qui ont joué un rôle clé, par exemple, lors de la première guerre de Tchétchénie. Il y a eu des Suisses qui ont joué un rôle extrêmement favorable et parfois en arrière-fond dans certains conflits du Proche-Orient. Il y a, et à plus forte raison, bien entendu, avec le Comité international de la Croix-Rouge, il y a, à partir de la Suisse, un rôle qui reste important. Mais je vois la difficulté des bons offices et des organisations internationales, surtout du fait que de plus en plus de conflits sont calibrés de façon à ce qu'on ne peut pas véritablement faire des bons offices sans s'appuyer sur d'autres États. Et ces États qui seraient des partenaires idoines sont pour l'essentiel des partenaires membres de l'Union européenne. Je n'ai pas l'impression qu'un rapprochement de la Suisse de l'Union européenne rendrait notre tradition des bons offices et de la diplomatie plus difficile. Au contraire, je pense qu'elle pourrait la dynamiser et lui donner un second souffle. C'est une réponse extrêmement succincte à un problème, lieber Erhard, worüber wir uns sehr, sehr lange unterhalten könnten. Ich bitte um Nachsicht für die ganz kurze Antwort. Vous voulez poser votre question? Est-ce que j'ose intervenir? Oui, oui, je vous en prie. Merci, Maurice Chocard. Je te remercie infiniment, Roger. Tu me rends fier d'être suisse. Ma question porte sur l'absence de raison raisonnable, donc, et pas épidermique, à cette attitude suisse de l'arrogance, du côté profiteur qui se réfugie dans sa citadelle et qui ne veut pas participer aux petites affaires du monde. En tant que Genevois à Zurich depuis 42 ans, je ne m'explique pas du tout cela, sauf par une raison que je qualifierais d'un peu honteuse, qui est le fait que nous, Romans, dans l'âme, nous sommes habitués à être dans la minorité, nous sommes dans une minorité respectée et nous n'avons pas peur de la majorité. Par contre, les Suisses alémaniques sont très fiers, et ils ont raison, d'être dans la majorité dans l'espace suisse, et ils ne veulent pas perdre cet avantage. Et ça suffit pour eux de rejeter la responsabilité de partager la fondation européenne. Je ne trouve pas d'autre raison à ce déni. J'aimerais beaucoup t'entendre me dire ce qu'il faut en penser. Nous avons en Suisse romande, comme en Suisse alémanique et au Tessin, comme en Suisse romanche, naturellement, tout un éventail d'opinions. Je ne vais pas aussi loin que toi dans la généralisation, les Suisses alémaniques, les Suisses romands.
même si certains courants peuvent être de fait observés. Je pense que la chose est plus profonde. D'abord, pourquoi est-ce que notre pays n'a jamais été véritablement désiré de développer une politique européenne qui aille au-delà du mercantilisme? D'une part, parce que l'expérience historique était totalement différente de celle de pratiquement tous les autres pays européens, puisqu'il avait été épargné par 2 guerres mondiales. Deuxièmement, parce qu'il y avait cette tradition mercantiliste anglo-saxonne, britannique, qui s'est reflétée d'ailleurs dans le Brexit, mais qui ne rend pas véritablement les Britanniques heureux, qui était très forte aussi dans notre pays. Nous sommes ce pays qui, en 1848, voit la victoire des libéraux, alors qu'en France, en Allemagne, en Autriche, en Italie, les libéraux sont défaits. Il y a donc cet utilitarisme anglo-saxon qui est très fort chez nous aussi. Et puis, il y a un troisième élément, c'est que la Suisse avait cru pouvoir conduire une politique de niche avec le secret bancaire, avec d'autres éléments. Et à l'ère numérique et à l'ère telle qu'elle se présente aujourd'hui, les niches ne fonctionnent plus. Il n'y a plus de niche ni pour les oligarches russes, ni pour le secret bancaire, ni pour tout ce qui, en quelque sorte, se faisait dans la niche suisse parce qu'on ne pouvait pas le faire ailleurs, parce qu'on n'avait pas le droit de le faire ailleurs. Et nous nous trouvons dans une situation où nous devons sortir de cette niche parce qu'elle n'existe pratiquement plus, mais nous sommes tellement accoutumés à être dans la niche que nous avons une difficulté majeure à tout simplement changer de mentalité. Autant la nature humaine est rapide, la pensée est rapide, mais quand il s'agit de changer de pensée, nous sommes extrêmement lents. Je pense que ces 3 éléments se conjuguent en Suisse et que cela fait toute la difficulté de notre politique européenne, avec l'oubli complet du fait que l'Union européenne est et sera toujours un compromis. Jamais l'Union européenne ne nous plaira entièrement. Jamais elle ne plaira entièrement aux Français, aux Allemands, aux Grecs, aux Danois. C'est un grand compromis, l'Union européenne, tout comme la Suisse est un grand compromis. Et si nous attendons en quelque sorte le moment où l'Union européenne correspondrait à exactement ce que nous désirons, nous n'y adhérerons jamais. Et puis, il y a peut-être ce 4e facteur qu'il faut mentionner aussi, à savoir que nous sommes tellement occupés à négocier entre nous, Suisses, que nous oublions parfois que nous avons des négociations aussi avec l'extérieur. Nous sommes presque dans l'incapacité de développer une position commune pour négocier avec ceux qui sont à l'extérieur. Une tentative un peu trop générale, peut-être, de répondre à une question très précise. Parfait. Alors, j'invite M. Soye à poser sa question. Donc, il faut réactiver votre son, monsieur. Pardon, là, vous m'entendez? Ah, voilà, là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Qu'est-ce qui parle là? Ah, c'est M. Soye d'abord qui parle. Ah, excusez-moi. Voilà. Ah, vous avez mis la main là-bas, oui, d'accord. Voilà. Ok, donc là, vous m'entendez? Oui, parfait. D'accord. Oui, donc je disais bonjour Roger. Je suis évidemment d'accord avec ton introduction, avec ce que tu as dit en général. Par contre, comment vois-tu les choses pour arriver à faire avancer, à faire comprendre aux gens, parce que la position, effectivement, comme tu l'as dit, des Suisses vis-à-vis de l'Union européenne est quand même, reste majoritairement hostile. Et en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer ça? C'est vraiment la question à 1 000 € plus qu'à 1 000 francs, même si les monnaies sont actuellement à parité. Il me semble que d'abord, il faut
arrêter de penser que toute évolution sera linéaire. Nous avons, et la guerre qui secoue le monde entier et notre continent l'illustre, nous avons toujours une loi de l'histoire, non seulement des continuités, mais aussi des cassures et des ruptures. Et nous sommes en train de vivre une grande cassure et une grande rupture. Et dans ces cassures et ces ruptures, d'être seul, d'être isolé est toujours dangereux. Quand il y a cassure, il y a lutte de répartition. Quand il y a cassure, il y a recomposition du paysage politique, il y a recomposition des mécanismes institutionnels, et de ne pas y participer est toujours un handicap. Je pense qu'il y a cet élément à introduire dans le discours. Et puis ensuite, alors, si nous ne sommes pas capables de développer des solutions qui puissent convenir à l'Union européenne, parce que la discussion telle qu'elle est faite maintenant en Suisse est une discussion helvético-helvétique, nous envisageons toute solution qui probablement ne résoudra pas véritablement le noyau des conflits que nous avons avec l'Union européenne. Eh bien, il faudra envisager soit un retour à l'espace économique européen. Charles Pictet, avec lequel j'avais un échange aujourd'hui, disait que les Norvégiens sont heureux au sein de l'espace économique européen. Eh bien, pourquoi pas aller voir un petit peu du côté de l'espace économique européen en Norvège? Est-ce que ce pays est véritablement satellisé par l'Union européenne? Est-ce que ce pays a perdu tellement d'autonomie? Est-ce que ce pays est en train de galvauder sa souveraineté? Non, d'évidence, non. À plus forte raison quand il a l'un des plus grands fonds d'État du monde, si ce n'est le plus grand, qui lui permet d'ailleurs une politique économique grâce au pétrole qu'il avait, qui lui permet une grande indépendance dans sa politique économique. Il y a donc, je pense, à conduire un débat dans d'autres termes que ceux que nous avons conduits jusqu'à maintenant, mais jusqu'à ce que le monde politique soit prêt à faire cela, peut-être faudra-t-il une rupture, une cassure, des luttes de répartition en Europe, même si je n'aime pas tout ce qui ressemble à une politique du pire, ce qu'on a dit depuis toujours, il faudra que les choses aillent plus mal pour qu'elles aillent mieux. Je n'y crois pas. Je crois qu'il faudra tout simplement s'investir beaucoup plus dans un changement des termes du débat politique dans notre pays, du débat de la politique européenne. Ok. Je vais demander à monsieur la iPad 7 si il peut. Voilà, oui. on vous entend. Merci, Monsieur Devec, d'avoir repris l'idée de la Norvège. Et en fait, je fais une petite parenthèse pour Monsieur Chocard. J'ai été moi-même 10 à 15 ans vice-président d'économie suisse, que Monsieur Devec a mentionné avant. Et en fait, je suis assez d'accord avec vous. Et on m'avait expliqué qu'on m'avait pris à part une fois, on m'a dit, Monsieur Pictet, si vous n'avez pas été nourri au sein de la Suisse allemande, vous ne pouvez pas comprendre cette position. En fait, c'était une position par rapport à l'Allemagne, surtout, parce que là, il deviendrait minoritaire d'un plus grand ensemble. Alors, quand la Suisse commence à se chamailler sur des chiffres, sur le nombre de jours pour rentrer pour les travailleurs étrangers, etc., c'est que le problème, il n'est pas là. Il n'est pas là, et en effet, il est plutôt politique de fond. Alors, comment aborder le sujet? M. Devec aimablement a repris l'idée de la Norvège, qui est un petit pays, enfin de la taille un peu du nôtre, qui est aussi farouchement indépendant, qui n'a pas été tellement envahi, je crois, pendant les dernières guerres, et qui fait partie des 10 pays, soi-disant, les plus heureux du monde. Je vous rappellerai que dans les 8 des 10, il y en a 8 qui sont en Europe, et les 2 autres qui ne le sont pas sont la Nouvelle-Zélande et la Suisse. Donc, au fond, on pourrait envoyer nos parlementaires, et même ceux qui sont très contre, pour voir un peu quelle est l'ambiance en Norvège. Et je pense que les Norvégiens renverraient dans leur case les Suisses très opposés en disant « mais pour qui vous prenez ?» Voilà. Merci. Si vous me permettez juste un écho,
sur la gauche, la personnalité la plus anti-européenne que nous ayons en Suisse est un roman actuellement, à savoir le président de la Confédération des syndicats suisses. Pour moi, les choses sont plus complexes. Je ne fais pas cette opposition entre Suisse alémanique et Suisse romande. Et j'observe avec beaucoup d'inquiétude le danger des partis bourgeois a toujours été que certains pans des partis bourgeois versaient dans le côté réactionnaire. Et on l'a vu avec certaines alliances entre les libéraux, les radicaux et les frontistes tout au début des années 1930. Et le danger éternel sur la gauche, c'est le nationalisme de gauche que l'on observe par exemple en France avec Mélenchon qui déteste l'Allemagne, que l'on observe en Allemagne avec Sarah Wagenknecht qui s'est mise presque un petit peu à la traîne de la Russie. Et nous observons une montée du nationalisme de gauche dans notre pays aussi. Il me semble que c'est quelque chose qui pourrait inviter les pro-européens et du côté des partis bourgeois et de la gauche à retrouver ce sens du compromis historique, ce sens d'une politique qui cherche véritablement des solutions. Cela ne devrait pas en fait les éloigner, mais les rapprocher. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main ou alors Niklaus ou Gilles peut reprendre un peu le... Ah, Eva, voilà. Non, il y a un monsieur Jacques Pilet qui souhaite intervenir. Je vous demande juste d'ouvrir votre micro. Parfait. Oui, cher Roger, j'aimerais revenir sur la question à 1000 euros. Quels outils engager pour ouvrir véritablement ce débat dans notre pays et peu à peu, peut-être, amener une autre vision de l'Union européenne. Alors bien sûr, il y a des groupes dans la société civile qui s'activent dans ce sens, mais leur action reste malgré tout très limitée. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir enfin des débats sur la scène politique? Il est quand même frappant de constater qu'une décision de portée politique considérable, c'est-à-dire l'abandon de l'accord cadre, cette décision a été prise sans aucun débat préalable au Parlement et sans aucune consultation populaire a fortiori. Et j'observe aujourd'hui beaucoup de dirigeants politiques qui sans cesse disent « oui, nous pourrions peut-être quand même avancer dans ce sens-là, surtout sur le plan économique, mais nous pensons que l'opinion suisse n'est pas favorable. » Nous présumons, les dirigeants politiques présument ce que pensent les citoyens. Et ça me choque considérablement, parce que, comme tu l'as dit Roger, il y a aussi des évolutions dans l'opinion, et puis il y a aussi, en Suisse alémanique comme en Suisse romande, des milieux qui s'inquiètent véritablement de la marginalisation que nous subissons. Il n'y a qu'à voir malgré tout ce qui se passe à Bâle, où une grande part de la scène politique serait favorable à des pas en avant, et pas seulement à Bâle, mais dans toute la Suisse. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de s'interroger véritablement et sérieusement sur notre avenir. Alors évidemment, il ne faut pas poser immédiatement la question de l'adhésion. Là, évidemment, ce serait contre-productif. Mais alors peut-être, comme cela a été signalé, relancer la question de l'espace économique européen, formuler de façon beaucoup plus cadrée le dialogue avec l'Union européenne. Nous pourrions aussi enjoindre les partis à organiser des rencontres avec les parlementaires européens pour qu'ils nous fassent part de leur expérience. Je crois qu'il faut qu'il se passe quelque chose à Berne. Mais aujourd'hui, rien ne se passe. Nous n'avons pas de proposition du gouvernement et le débat sur ces questions au Parlement est étouffé. Parce qu'on présume qu'il y a un refus de l'opinion.
Et là, je crois qu'on est dans une situation que je trouve tout à fait contraire à notre tradition démocratique. Et je pense que là, nous devons interpeller tous nos parlementaires et tous nos dirigeants politiques pour qu'enfin nous puissions discuter de façon ouverte du défi qui est posé à nous. Cher Jacques, je te rejoins très largement et c'est la raison pour laquelle je suis tout à fait favorable à ce projet d'initiative populaire très général qui a été lancé par Opération Libéraux, je crois, de concert avec les Verts et d'autres forces politiques. J'espère que ce sera un texte des plus générales, un texte qui permettrait un débat de fond et non pas un débat de détails et de petits avantages et petits désavantages. Nous avons une constitution qui a ses forces et ses faiblesses parce qu'il y a dans notre constitution certains éléments qui sont tout à fait contre les droits de l'homme, mais nous avons un préambule de notre constitution qui est absolument admirable et dont le texte avait été rédigé en partie par Adolphe Mouchk. Notamment quand nous disons « sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Das Wohl, die Stärke des Volks misst sich am Wohl der Schwachen. » Pourquoi ne pas introduire, et ce serait une initiative populaire qui demanderait d'introduire dans le préambule de la Constitution, nous sommes un pays qui s'inscrit en Europe. Je formule sans véritablement faire de proposition de texte. Nous sommes un pays européen qui s'inscrit dans un ordre européen et qui voit son avenir en Europe. À ce niveau de généralité même, je pense que cela lancerait un débat dans notre pays et que l'on verrait sortir du bois ceux qui veulent véritablement que la Suisse ne soit pas un pays européen, entre guillemets, alors que nous le sommes vraiment par toutes nos fibres. Et puis, j'ajouterais que nous avons toute raison d'être fiers d'être à la fois suisses et européens. Ce continent européen, eh bien, c'est le continent qui a peut-être est en train de développer la forme politique qui est porteuse d'avenir. Les plus anciennes formes politiques pour mettre de l'ordre dans les sociétés et dans les espaces géographiques, ce fut d'abord la tribu qui revient en force. Nous avons eu ensuite les théocraties. Nous avons eu ensuite les monarchies qui souvent ont débouché sur des empires. Et Dieu sait ce que les empires ont fait de mal et on voit que les séquelles de l'effondrement de l'Empire soviétique ne peuvent pas être digérées en 2 ou 3 décennies. C'est une des leçons de la guerre d'Ukraine. Et puis, nous avons eu comme la forme la plus récente la nation, tellement peu définie qu'on ne sait jamais très exactement ce que c'est. Et Ernest Renan et bien d'autres s'y sont employés. Eh bien, et la Suisse et l'Union européenne ne sont pas véritablement des nations, l'Union européenne ne le sera jamais, mais ce sont des projets qu'il faut mettre au travail de génération en génération, il faut y travailler. Et je trouve cette notion de projet au XXIe siècle, à l'ère numérique, à l'ère écologique, comme une notion extrêmement porteuse d'avenir. Et il me semble qu'avec notre expérience des projets et à plus forte raison des projets transculturels, nous aurions tellement à apporter au projet européen. C'est une forme politique tout à fait nouvelle. Quand on n'existe que depuis 6 ou 7 décennies, on se cherche, on n'a jamais trouvé encore les formes définitives, mais c'est très exactement ce qui fait parfois la faiblesse, mais d'habitude la force du projet européen. Il reste encore juste une petite dernière question avant le final déjà. Donc c'est monsieur, je ne sais toujours pas le prénom parce que c'est iPad 7. Donc je vous demande de réactiver le son et de poser une petite dernière question à monsieur Devec. Vous avez pu réactiver le son? Voilà. Oui, j'aimerais juste revenir. Donc, l'idée du projet nécessite un dialogue
Et comme disait M. Pilet, et j'abonde dans son sens, il n'y a pas de dialogue en Suisse, il n'y a pas de discussion, c'est un vide sidéral. Et j'ai cru comprendre pourquoi. C'est que certains partis, les partis qui sont favorables, ne veulent pas attaquer le sujet avant les élections par peur de donner des avantages aux partis opposés. Et ça, je n'avais pas compris ce raisonnement un peu machiavélique. Alors, la question pour M. Devecq, il y a cette initiative, mais comment provoquer quand même, avant les élections, cette discussion sur ce projet? Du courage, un changement de la situation tout à fait sensible, parce que tout ce qui faisait en quelque sorte le système des coordonnées de la Suisse est en train de changer. Je parlais de ce nouvel environnement avec la pression chinoise, la pression russe, l'incertitude américaine et la pression exercée par des pays en débandade tout autour de notre continent. Je vois qu'il y a un deuxième très grand changement, on appelle ça Zeitenwende en Allemagne, en ce qui concerne l'économique. Ce pays qui misait sur les marchés se trouve avec une mondialisation qui n'a pas débouché sur la libéralisation des marchés, mais sur la politisation des marchés. Et les marchés sont devenus un instrument politique dans l'épreuve de force entre la Chine et les États-Unis, dans l'épreuve de force entre l'Ouest et la Russie. Nous voyons à quel point cette politisation de l'économie a débouché aussi sur les GAFA qui ont été évoqués brièvement, à savoir Google, Amazon, Facebook, Apple et les autres, qui ont privatisé l'espace, toute une partie de l'espace public, et les États sont en train de revenir en force pour essayer de briser la force extrêmement nocive pour les démocraties de ces GAFA, puisque leurs algorithmes font monter à la surface tout ce qui émotionnalise, tout ce qui polarise, et non pas tout ce qui contribue au bon débat démocratique. Nous voyons donc un retour du politique formidable aussi en ce qui concerne la fin de la compétition fiscale internationale, qui était pour la Suisse presque une raison d'être un certain temps, alors que les excès de la compétition fiscale internationale maintenant sont perçus et qu'au sein de l'OCDE, on veut y mettre fin, pas à pas. Il y a donc un changement complet aussi du cadre économique dans lequel la Suisse évolue, et cela, ce n'est pas une véritable réponse à la question qui m'a été posée, M. Pictet, mais c'est les raisons de mon espoir que la Suisse, face au changement politique complet de notre environnement et au changement économique complet de notre environnement, ne continuera pas à faire une politique au jour le jour. Merci beaucoup, M. Devecq. Je vous remercie du côté des organisateurs cordialement pour vos réflexions. Je crois que beaucoup parmi nous doivent les digérer maintenant parce qu'il y avait une grande substance dedans. Je crois aussi pour moi, au moins que ce que vous avez dit, c'était très motivant et stimulant pour initier ou continuer le débat, comme M. Pictet l'a dit tout à l'heure. Et je crois, pour avoir du succès, il faut reprendre votre terme du fair play, essayer d'ancrer chez les deux côtés, l'Union européenne et la Suisse, et tous les responsables, l'esprit de fair play pour que le succès puisse venir. Mais je ne veux pas essayer de résumer vos grandes réflexions, mais justement vous remercier encore une fois très cordialement, mais aussi les participantes et participants qui ont écouté, ou regardé ou même s'exprimer, et tous les organisateurs de la Fondation et les traductrices encore une fois. Et je redonne la parole à Gilles Grain. Merci. Merci infiniment. Nous arrivons au moment de conclure. J'aimerais m'associer vivement aux remerciements de Niklaus. Oui, Roger, tu nous as fait vraiment un magnifique cadeau avec une perspective si large, que ce soit évidemment par rapport à la Suisse, à l'Europe, mais aussi au reste du monde, et avec cette perspective tellement ample du temps long. Donc, ce sont vraiment des réflexions qui vont transiter et que nous allons
garder à l'esprit. Et puis en termes de remerciements, j'aimerais ajouter un petit mot aussi pour nos deux interprètes, Madame Britta Sommerfeld et Madame Jennifer Lennartz, pour leur travail qui, je suis sûr, a été excellent. Et puis finalement, j'aimerais vous dire effectivement que le film de cette conférence sera à partir de la première partie de la semaine prochaine disponible sur Internet. Là, on arrive en fin de semaine, il nous faut juste quelques jours pour éditer le produit final, mais évidemment, vous pourrez le trouver soit sur le site de la NSH, soit sur le site de la Fondation Jean Monnet. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain événement de ce cycle que nous avons inauguré ce soir. Au revoir, mesdames et messieurs. Et un grand merci de ma part aussi. Merci beaucoup, Roger. Merci beaucoup.